Euh, donc, c'est ça. Aujourd'hui, on va vous présenter notre petit projet. C'est notre petite maison, en fait. C'est un projet qui a été fait en bonne partie en autoconstruction, mais on a quand même travaillé avec des entrepreneurs locaux pour certaines parties. Et juste en petite introduction avant de vous partager notre présentation. Pour nous, pour Mathieu et moi, c'est une idée de construire cette petite maison-là. C'est une idée qui a commencé, je pense, ça fait à peu près 7 ans. Mais on a juste commencé le chantier il y a 2 ans. Fait que pendant 5 ans, on a réfléchi à qu'est-ce qu'on voulait faire. Puis, étant tous les deux architectes, c'était plus compliqué que faire un projet pour quelqu'un d'autre, en fait. Faire un projet pour ça, ça s'est avéré un beau défi. Il y a eu beaucoup trop d'options de dessiner. Mais on s'est finalement arrêté. En fait, ce qu'on a décidé de faire, c'était un agrandissement sur, comme Lucille le mentionnait, un agrandissement sur la maison de mes parents, où est-ce que moi j'ai grandi. Euh, on cherchait à vivre d'une façon qui peut ressembler à la simplicité volontaire, de vraiment essayer de trouver la bonne dimension pour une maison, pas trop grande, pas trop petit. On aime beaucoup les petites maisons aussi, mais des fois, on trouve que c'est peut-être pas durable dans le long terme. Fait qu'on voulait essayer de trouver les bonnes dimensions, puis s'assurer que c'est ça, qu'on ait une bonne présence sur le terrain. Puis, dans tous nos choix, on va vous présenter des photos du chantier et tout ça. Mathieu va vous parler de tous les choix des matériaux qu'on a fait. Et c'est ça. Fait que s'il y a des questions, n'hésitez pas à les demander. On verra si on peut les répondre à mesure ou les garder pour la fin. Moi, je vais jeter aussi un coup d'œil sur le chat, puis je OK, pourrais vous faire le lien avec les questions. OK, super. Merci, Lucille. Il y a beaucoup de choses. On pourrait parler du projet-là pendant des heures. On va essayer de quand même couvrir un peu toutes les choses vite pour laisser du temps pour les questions. Fait que s'il y a des questions sur n'importe quel aspect duquel on va parler, n'hésitez pas. Donc, on voit, c'est ça, l'arrivée. On a notre propre entrée à notre petit agrandissement. La raison pour laquelle on voulait absolument ce terrain-ci, c'est vraiment un terrain qui est sur le bord de la rivière, la grande rivière Tracadie, dans la péninsule acadienne. C'était un endroit qui est paisible, qui est super proche de la ville. Fait qu'on on voulait pas s'en aller. Bref, on voulait pas trouver un autre endroit où habiter. On était bien aussi avec l'idée intergénérationnelle. J'en ai pas beaucoup parlé, mais l'idée, c'était de faire une construction multigénération, d'échanger avec mes parents. Puis, c'est ça, de partager aussi certaines choses par rapport à l'entretien du terrain et tout ça. Donc cet aspect un peu là, de vie en communauté, là, de pas leur partir notre propre chose, mais Pas continuer recommencer à sur... zéro, ouais, c'est ça, mais de continuer. Mes parents, depuis 35 ans, ont tellement mis d'efforts sur le terrain, les plantes, les arbres qui ont planté il y a 20 ans. Fait que, tu sais, c'était juste de continuer un peu ça dans cette lignée-là. On peut voir juste une vue aérienne, pas trop bonne qualité, mais vous voyez la maison, qui est la maison de mes parents, qui a été construite dans les années 80. Ensuite, notre petit ajout, qui est du côté est. Puis on a vraiment la rivière plein sud. Fait que ça, c'était avantageux au niveau de l'ensoleillement parce que aussi, c'est l'endroit où est-ce qu'on veut avoir le plus de fenêtres vers la vue. Donc, on a des bons gains solaires de là. Ensuite de ça, on peut voir les panneaux solaires, ils sont vraiment installés dans le bas de l'image. Vous voyez, c'est sur le bord de la rivière, en fait, parce qu'il y avait une rue qui passait devant la maison. Puis, cette rue-là a été fermée à cause qu'avec l'érosion, avec les années, elle était plus conforme. Fait que la rue passe maintenant à l'arrière. On a profité de cet espace disponible pour installer un réseau de panneaux. On va vous en parler en dernier de cet élément-là. Donc, chaque projet, on les élabore beaucoup en 3 dimensions, en 3D. Dans le fond, on utilise tout simplement SketchUp. Fait que vous pouvez voir la maison de mes parents est en blanc, puis notre agrandissement, vous voyez, juste à côté, qui fait à peu près 600 pieds carrés, c'est ça? Ouais, 640 pieds carrés. Fait que, tu sais, quand Marco vous disait, on a fait beaucoup trop d'options, mais pour nous, c'était une belle occasion, vu qu'on travaille pour nous-mêmes dans ce projet-là, de réfléchir, tu sais, de prendre le temps de réfléchir sur est-ce qu'on peut... là, on pensait vous montrer au début des dizaines et dizaines de sketchs qu'on avait fait, mais là, on s'est dit, on va laisser faire. Mais fait que cette idée-là de faire une recherche pour nous, c'est questionner sur qu'est-ce que ça peut être la vie simple, qu'est-ce que ça peut être la vie avec
avec d'autres personnes. Fait qu'on a fait des options qui étaient tout petites, des options qui étaient plus grosses, des options qui étaient séparées. Quelle partie de la maison de mes parents est-ce que nous, on peut aussi utiliser? Ça, c'était une question aussi. Y a-t-il des espaces qui deviennent communs parce qu'on tenait à quand même être indépendant par rapport. On a chacun vraiment notre petite cuisine, notre petite salle de bain, tout ça. Parce que c'est une base pour des réflexions qui vont plus loin. Famille, quand les enfants s'en vont, il y a trop d'espace. Comment on peut penser ces espaces-là? Comment est-ce qu'on peut pour qu'ils soient utilisés à d'autres escients ou partagés, tout ça? Fait que pour nous, ça a alimenté une réflexion qui était plus grande aussi, là. Puis on imaginait aussi à travers les années la possibilité peut-être de changer d'espace, que mes parents viennent ici, que nous, on prenne la maison un peu plus grande. Ou aussi même que cet espace-ci peut être loué comme location, un appartement, ou utilisé comme un studio ou comme un bureau. Fait qu'il y avait plusieurs options, puis on pense que c'est dans cette multi-fonctionnalité-là qu'il y a un côté écologique aussi. Puis pour nous, au-delà de tous les petits détails qu'une maison écologique peut faire partie, il y a la première étape, c'est aussi c'est quoi l'élaboration de l'espace, c'est quoi comment l'espace est construit pour que ça soit efficace puis qu'il n'y ait pas de perte d'espace. Donc, on vous montre le plan rapidement. Vous voyez, en fait, il y a une petite entrée couverte, il y a une petite cuisine avec un îlot qui donne... qui est ouvert sur la vue du côté sud. On va vous montrer des photos. Et un petit salon qui est vraiment comme enclavé, comme un petit cocon avec un poêle à bois. Et on a 2 petites pièces fermées, donc une petite salle de bain et une petite chambre qui va être une chambre d'enfant. Puis les petits escaliers du côté gauche, en fait, c'est que ça descend. La connexion se fait par le sous-sol. C'était ça qui était le plus fonctionnel par rapport à la maison de mes parents. Donc, nous, on a une petite chambre au sous-sol qui est comme presque... qui n'est pas vraiment un sous-sol complet. On a quand même une grande fenêtre. Donc, c'est un espace qu'on utilise, là, qui était déjà là, en fait. Juste des images rapidement du 3D avant de rentrer dans le chantier. Là, on est vraiment... on regarde vers l'est, on voit la grande porte patio au sud, puis on est dans cet espace-là tout de suite. Là. Je ne sais pas si vous voyez notre vidéo. De l'autre côté, la petite salle à manger face à la cuisine. Et on a aussi pensé à un petit espace en mezzanine. On a ouvert le toit, on a fait une petite lucarne pour avoir un genre de deuxième espace là, avec une petite chambre d'amis puis un petit coin tranquille. Puis finalement, le côté nord, fait que juste une petite fenêtre devant l'évier. Puis notre petite cuisine qui a été construite en bois de cerisier. Le chantier maintenant, comment on matérialise ces idées-là? Mais d'abord, tu sais, quand on veut faire quelque chose qui est vraiment en harmonie avec son environnement, ça implique qu'on sort du standard, tu sais, qu'on sort du statu quo, là. Un peu comme Lucille l'a dit, faut innover. Des fois, ça ne va pas nécessairement être des grosses innovations, mais il faut penser différemment. Si on fait la maison cookie au vent, aux intempéries, à l'apport de soleil. Puis pour nous, ce qui est le plus important, c'est le côté passif. Fait que si on pense au solaire, entre autres, une fenêtre va permettre un apport, une fenêtre au sud va permettre un apport d'énergie solaire passive. Donc on n'a pas rien à faire. Une fois que c'est installé, c'est là, puis l'énergie rentre. Un système actif va être par exemple un panneau solaire où là, il y a de la technologie. Éventuellement, il y a un entretien, tout ça. Là, fait qu'il y a cet aspect-là qui est plus technologique, où il y a l'autre mot que je cherchais m'échappe, là, mais bon. Fait que pour nous, le plus important, c'est le passif. Fait que c'est ces choses-là, comment la maison va être placée, est-ce qu'elle va ventiler naturellement, tous ces petits principes-là dont on vous parle. Donc, pour sortir du statu quo, il faut, premièrement, être capable d'observer le terrain, voir qu'est-ce que... Quand des recherches, faire un peu ce qu'on a fait, là, essayer de concevoir quelque chose qui est sur mesure. Ensuite, il faut, des fois, comme nous, on a été dans des matériaux un peu différents aussi, fait essayer d'aller faire des demandes un peu spéciales, aller chercher des choses un peu spéciales, puis faire de la surveillance sur le chantier, parce qu'on va des fois demander des choses aux constructeurs qui sortent de leur façon de faire. Donc, premièrement, la fondation, on a essayé
d'être en accord avec le site, dans le sens où on a été chanceux. Nous, le site, c'était une terre qui était sableuse, qui était bien drainée. Puis la maison qui était là depuis 30 ans avait une fondation qui n'était pas très profonde. On a refait la même chose parce que la maison n'avait pas bougé, ça a bien bougé. Fait que le plus simple, c'était de faire la même chose, la continuité un peu de la fondation existante. C'est des murs qui sont à 4 pieds dans le sol. Habituellement, on irait à 6 pieds pour se sortir du gel, mais là, 4 pieds, on savait qu'on était correct, on économisait 2 pieds de béton. On sait que le béton, c'est un des matériaux les plus dommageables pour l'environnement dans la construction. Là. Les compagnies de béton vous direz peut-être l'inverse, mais pour fabriquer le ciment Portland, il faut chauffer des fours à plusieurs milliers de degrés. C'est un matériau qui n'est pas très écologique en général, qu'on essaie de minimiser. On voit aussi le trou qu'on a fait dans la fondation. C'était une fenêtre existante, on a coupé les deux côtés. On a juste à pousser à la main la dalle en dessous, pour l'enfouir en dessous de la fondation. C'était comme un moment mémorable là, de pousser le mur de béton pour ouvrir le sous-sol vers l'extérieur. On a des bons souvenirs. Tu parles à la prochaine. Fait que là, on voit aussi, on a essayé de travailler le site. On avait une entrée, puis l'arrière du site, c'est des endroits qui étaient déjà dégagés. Il y avait un beau tilleul à l'avant du site qui avait été planté quand la sœur à Marca est née par ses parents. Fait qu'on tenait à conserver cet arbre-là. Puis vous allez voir, là, on dit à la blague des fois que c'est l'élément le plus bonne, puis tout ça. Puis on s'en est servi comme brise-soleil. On vous expliquera ça un petit peu plus tantôt. Là. Mais c'est pourquoi que notre agrandissement est étroit aussi, puis est reculé. On voulait s'assurer de ne pas toucher les racines du tilleul. Puis finalement, c'est ça, ça fait 2 ans, puis ça va bien. Fait qu'on est content. L'arbre est en santé. Ensuite, la dalle. Donc, ce qu'on a fait, c'est simplement une dalle sur sol. Donc, il n'y a pas d'escalier. Comme Marca disait, contrairement à l'autre maison qui est un split level, il y a beaucoup d'escaliers. On se disait que dans le futur, ça pourrait servir, par exemple, les parents de Marca, si on a besoin de monter les escaliers, on pourrait faire un échange de parties de maison. On voulait servir aussi de la dalle comme une masse thermique. Là, vous voyez, on a du chauffage électrique qui est intégré dans la dalle. On aurait pu aller avec du chauffage hydronique à l'eau, qui est plus cher, qui a un peu plus d'entretien. C'est des questions de coût. Il y a des préoccupations des fois par rapport au champ magnétique pour les chauffages électriques. La technologie s'est beaucoup améliorée dans les dernières années. Là, donc, nous, on a fait le pari que c'était correct puis que ça ne dérangerait pas. Puis on est bien content du résultat. La dalle aussi, on l'a seulement recouverte avec un durcisseur à béton qui nous a coûté une centaine de dollars pour l'ensemble du plancher. Fait que ça a été une solution économique d'avoir la dalle de béton exposée. Puis avec le soleil qui rentre du sud, va venir aussi chauffer la dalle, puis la chaleur est conservée dans la masse du béton. Fait qu'on a un bel apport. Fait que la dalle va être chauffée un peu avec l'électricité, puis aussi avec le soleil. Puis le chauffage de la dalle, pour nous aussi, c'est une question de confort. On sait que l'humain est plus confortable avec les pieds au chaud puis la tête au frais. Donc, plutôt que d'avoir un chauffage électrique qui chauffe l'air qui monte, on a toujours une dalle qui est chaude. Puis là, si on veut chauffer l'air, on a notre petit poêle à bois, mais c'est vraiment un chauffage d'appoint dont on n'a pas toujours besoin. Structure de la maison, structure en bois traditionnelle. On sait que le bois, 1 mètre cube de bois va stocker 1 tonne de CO2. Donc pour nous, c'est écologique d'utiliser le bois. Aussi, ossature légère, c'est un peu comme le pâté chinois. Là. Tout le monde a sa recette. Puis il n'y a pas nécessairement de meilleure recette une que l'autre. Il faut l'adapter selon les circonstances. Mais l'important, c'est de garder les principes de base. Là, steak, blé d'Inde, patate. Là. Fait que d'avoir un pare-vapeur qui est bien scellé à l'intérieur pour empêcher l'humidité d'aller dans le mur. Une bonne isolation qui est installée serrée. Puis un pare-air à l'extérieur qui va agir un peu comme un coupe-vent. Un coupe-vent, s'il est ouvert, il n'est pas efficace. Fait qu'on ne veut pas qu'il y ait de trous. Mais on veut un peu comme un Gore-Tex, mettons, là, les techniques de sport, qui évacue l'humidité. Parce que s'il y a de l'humidité, ça, c'est le principe de base. Là. C'est remis un peu en question maintenant parce que les gens se mettent à climatiser beaucoup plus en été. L'idée, c'est que ton pare-vapeur devrait être du côté chaud parce que ta condensation se fait de ce côté-là. Mais là, on a une inversion qui se fait en été. Nous, on ne voulait pas climatiser, on voulait climatiser naturellement, en fait.
Fait qu'on a prévu avec les proportions de la maison puis l'emplacement des ouvertures. En été, on a juste à ouvrir des fenêtres et une ventilation naturelle qui se fait. Ça fonctionne super bien. On n'a jamais chaud. Puis, L'arbre qui est devant, qui est le tilleul que vous voyez à la gauche, là, version automnale avec les feuilles jaunes, il est vraiment bien placé. En fait, il est placé devant une grande porte de patio de 12 pieds qui est plein sud. Fait qu'en été, avec les feuilles, l'ombre que ça crée, on peut le voir ici, là. Même ça, c'était comme à l'automne, la photo. Donc, on peut voir l'ombre que ça crée. Fait que ça évite aussi des surchauffes à l'intérieur. ça fait que normalement, tu sais, pour jouer avec cet apport de soleil-là, le bloquer en été puis le laisser rentrer en hiver, on sera allé avec un débord de toit au sud. Puis vous voyez bien dans cette photo-là qu'on n'en a pas fait. Fait que nous, notre débord de toit, c'est le tilleul. Puis là, on peut voir le matériau vert que vous voyez. C'est notre panneau isolant extérieur qui est composé de fibres de bois. Oui, qui est un matériau, c'est ça, c'est de la fibre de bois recyclée. Fait que c'est un des isolants les plus écologiques qu'il y a sur le marché. Puis il y a une valeur structurelle aussi. Fait que nous, il nous a permis de remplacer le contreplaqué. Ça aussi, c'est un matériau qui n'a pas de COV, pas de formaldéhyde aussi, contrairement à la plupart des OSB ou des contreplaqués. Puis il est produit au Québec, donc c'est comme le plus local qu'on peut avoir avec les résidus de l'industrie de bois de l'Est du Canada. Ouais, puis nous, c'était pas trop grave. Ben, on a des grandes fenêtres qui laissent passer le son aussi, là, mais c'est un matériau qui a une capacité d'isolation sonore aussi plus grande que, par exemple, l'uréthane giclé ou des choses comme ça. Si ça a été difficile à trouver, commander, ouais, on va en parler. Oui, ben en fait, je pourrais faire une petite parenthèse là-dessus. Là. Différents matériaux qu'on voulait utiliser, c'est des choses qu'on avait essayé de spécifier dans des maisons avant, puis les contracteurs nous disaient tout le temps non, on peut pas avoir ça, on peut pas avoir ça. Là, on s'est dit, ben, c'est le temps d'essayer. On a eu ce matériau-là, puis le matériau par vapeur à l'intérieur. On les a fait venir. Il a fallu faire venir des palettes au complet. Fait que nous, on avait calculé notre affaire, là, les panneaux verts. C'est MSL Fibre qui fait ça, la compagnie. Eux, on avait calculé pour avoir une palette pas mal juste. Puis l'isolant intérieur, ça, je savais qu'il m'en resterait de plus, mais on a pu l'utiliser dans le futur après. Notre isolant pour l'intérieur des murs, ben, je vous en parlais quand on sera rendu là. En fait, juste peut-être sur ce panneau-là, des particularités de ce panneau-là aussi, c'est qu'il respire beaucoup, il est très perméable, fait qu'il permet à la vapeur qui se pris dans le mur de sortir. Ce que ça impliquait, c'est que notre paraire, notre membrane qui était à l'extérieur, devait être aussi une membrane qui était plus perméable que la normale. Pour nous, ça, c'était important aussi dans une composition de mur saine, c'est que il y a une bonne perméabilité. On voit souvent les gens qui vont mettre le polystyrène extrudé, l'isolant en bleu, à l'extérieur de la maison pour ajouter une isolation de plus. Techniquement, c'est considéré comme un paraire. Ça laisserait passer assez l'humidité, mais vous avez peut-être déjà essayé de mettre de l'eau là-dessus. Là, vous avez vu que ça ne bouge pas beaucoup. Fait que, c'est des risques que ça emprisonne une partie de l'humidité dans le mur. Pour nous, là, puis qu'il y ait de la pourriture qui se crée, tout ça. Fait que nous, on a essayé de se dire, on va essayer de créer une composition, notre recette de pâté chinois là, qui respire le plus possible. Puis, en fait, les matériaux que nous, on a tendance à aller chercher, on a étudié à l'Université Laval à Québec, fait qu'on est aussi beaucoup au courant des fournisseurs québécois qui sont beaucoup dans l'innovation puis qui ont des beaux choix de matériaux qui sont disponibles dans les quincailleries au Québec. Mais cette compagnie-là, par exemple, qui est pas loin de Trois-Rivières, je pense, on a réussi à la trouver à travers BMR, qui ont des magasins au Nouveau-Brunswick. C'est vraiment juste que si tu as besoin d'une palette et demie, ben, tu vas payer une demi-palette pour rien. T'sais. Fait que c'est plus ça l'idée, à cause qu'ils ne détiennent pas en stock, il faut que tu commandes au complet. Mais aussi, tu sais, l'idée d'utiliser ça puis d'essayer de le spécifier, c'est que s'il y a une demande, ben, éventuellement, les magasins vont le tenir en stock. Puis là, ça va devenir un matériau plus commun. Tu sais. Fait qu'on essaie de pousser vers ça tranquillement comme on peut. Peut-être aussi, je ne sais pas si on va voir dans les autres photos. Ben, en fait, la liste, je pense que ce serait bon avec cette photo-là. Là. Non, la nouvelle. Si on va dans la photo de droite, là, le bas du mur, la lisse, fait que la pièce de bois qui supporte tout le mur, on l'a mis en bois traité, celle-là.
Pour des questions de durabilité aussi, c'est cette pièce-là qui a le plus de risque d'être affectée par l'humidité. Fait que c'est un petit détail comme technique là, qu'on a ajouté. Pour l'isolant de l'intérieur des murs, vous voyez que vous voyez là, c'est de l'isolant qui est en chanvre. Fait que ça aussi, c'est un matériau qui est fait au Québec. C'est une compagnie qui est à Rimouski, mais la production se fait dans le coin de Thetford Mines. C'est un matériau, encore là, au départ, celui qui fait ce matériau-là, MEM végétal, devait importer son chanvre de la France. Mais là, maintenant, depuis quelques années, la majorité de sa production est faite au Québec. Fait que là, ça devient vraiment qui est capable d'absorber l'humidité puis de la rejeter. Fait que contrairement à l'isolant rose, la laine de verre qui est plus commune, elle, si elle devient mouillée, elle perd sa valeur isolante. Parce qu'une partie de ce qui fait la valeur isolante, c'est l'air qui est emprisonné à travers les fibres. Si ça devient humide puis ça se compresse, ben là, ça marche plus. Fait que c'est un matériau qui ne pourrit pas, qui a une résistance au feu réglementaire, mais surtout pour nous, c'est un matériau qui est plus écologique. Bon, c'est une ressource renouvelable, le chanvre, fait que ça stocke du carbone un peu comme le bois. Puis ça n'a pas besoin d'être chauffé. Là, la laine de verre ou la laine de roche, c'est des choses qu'il faut que ça soit chauffé à très haute chaleur pour faire cette fibre-là. L'empreinte écologique d'un mètre cube d'isolant de chanvre, c'est 48 kWh, sur le compte en kWh pour comparer. La laine rose, c'est 538. Fait que c'est plus que 11 fois plus polluant. Fait que pour nous, c'était une façon d'être plus écologique. La seule chose, c'est ça. Ce matériau-là, il a fallu aller le chercher. On a quelqu'un qui est parti avec un gros trailer de 25 pieds qui est allé à Rimouski dans la tempête, chercher l'isolant. Puis là, vous voyez là, il a fallu le stocker. On avait l'impression que c'était une grange. Là, ça sent... ce qui est le fun avec ce matériau-là, c'est ça sent bon. On dirait que ça sent comme un biscuit. Ça sent pas le cannabis. Puis on peut pas fumer ça non plus. Puis c'est pas irritant pour la peau. Contrairement à la laine de roche ou la laine de verre, la seule chose, c'est plus difficile à couper. Ça se travaille moins bien. Les électriciens ont eu comme une petite surprise. Là. Il a fallu qu'ils s'adaptent parce que la façon dont ils passent leur fil dans l'isolant habituellement, ils ne pouvaient pas faire ça avec ça. Fait qu'il a fallu trouver des solutions. Mais ça s'est bien passé. Le plafond aussi, on a fait je ne rentrerai pas dans le détail technique, là, mais on a fait une toiture non ventilée. Fait qu'on a de l'isolant à l'intérieur de notre structure. Puis là, vous voyez, c'est une structure qu'on a pris en ossature légère. Là. On n'a pas fait faire de trosses spéciaux. Fait qu'on a essayé de calculer nos dimensions pour pouvoir aller dans des portées qui permettaient ça. Mais on a de l'isolant rigide par-dessus, à l'extérieur, par-dessus notre isolant en chambre. Ça nous donnait une plus grande étanchéité. Puis là, notre vapeur d'eau est gérée par l'intérieur. Le chanvre nous permettait de faire ça, contrairement à un matériau. Là, si jamais il y a trop d'humidité, il peut être absorbé un peu dans le chanvre puis relâché. Le bois, vous allez voir, toutes nos finitions sont en bois. Le bois a cet avantage-là aussi. Il y a une qualité hygroscopique là, qui nous permet d'avoir un environnement, un taux d'humidité qui est plus confortable aussi. Un petit tour sur le paraire, c'est une membrane Delta de Dorken c'est un produit allemand qui est très, très, très résistant. Les paraires commerciaux blancs qu'on voit habituellement. Là. Fait que pour nous, c'était super important ça parce que aussi le fait qu'on n'a pas de débord de toit, notre mur allait être plus exposé aux intempéries. Le paraire, ils appellent ça aussi un pare-pluie. Fait que dans le fond, c'est le parement extérieur que nous, on a fait en bois. Vous allez le voir plus tard, on a retrouvé le même bois qui est un cèdre rouge qu'il y avait sur la maison d'origine. Ça, c'est notre premier écran par pluie. Mais s'il y a de l'eau qui se ramasse derrière, votre paraire, c'est votre deuxième écran qui permet que le mur n'absorbe pas d'eau et qu'il n'y ait pas d'humidité d'emprisonner. Aspect très important aussi, toujours scellé autour des fenêtres. Là, on voit les types de flashing qui sont là. Puis ventiler bien l'espace entre le parement extérieur en bois puis le paraire. Fait que nous, on a deux épaisseurs de fourrure qui permettent qu'il y ait une bonne ventilation qui se fasse, puis un mur qui respire. L'air qui va monter va faire sécher le mur. C'est ça, toujours avec un parement de bois, d'avoir en premier le strapping, le fourrure en français, à la verticale pour
Ensuite, là, on voulait mettre notre parement à la verticale, fait qu'on en a mis une deuxième rangée à l'horizontale. Puis peut-être, tantôt on parlait de ventilation transversale, là, de ventilation naturelle, si tu reviens à la photo d'avant, euh, parce qu'on voit la fenêtre sur la mezzanine, vous voyez, on a mis un ouvrant dans le haut de la fenêtre. Fait que cette même effet de cheminée-là d'air chaud qui veut monter, euh, on s'est servi de ce principe-là pour ventiler l'intérieur. Donc s'il fait chaud en été, si on ouvre cette fenêtre-là, la chaleur tend à monter, fait qu'elle va sortir par une fenêtre qui est plus haute. Puis l'air plus frais va rentrer par les fenêtres qui sont plus basses. Fait que ça va créer un effet de convection qui va rafraîchir la maison. L'isolant intérieur, on est allé pour un. Puis ça, il y a eu une petite. Ben, c'était pas vraiment une mésaventure, là, mais quand on a commandé les panneaux, c'est des panneaux qui s'appellent ISO R+. On pensait avoir ceux de MSL Fibre qui sont aussi en. Qui s'appelle MSL R+, quelque chose comme ça. Puis là, le gars à la quincaillerie a dit oui, les R+, je les connais, je vais te commander ça. Mais finalement, il nous a commandé les ISO R+, puis au lieu de retourner, on a décidé d'y aller avec ça. Ce qu'on pensait avoir, c'est des panneaux qui sont aussi en fibre de bois recyclé, comme ceux à l'extérieur, avec une membrane métallique laminée dessus, comme ceux-là. Mais ceux-là sont en polystyrène expansé, avec un peu de fibre de carbone. Fait que tu vois les petites boules blanches là, d'isolant, ben, c'est la même chose, mais sont noires. Fait que ça, c'est moins dommageable que l'isolant rose ou l'isolant bleu pour l'environnement. Mais on avait une valeur isolante qui est à peu près la même. La petite membrane alumisée, elle permet de réfléchir la chaleur. C'est un petit plus. Puis pour nous, on trouve que c'est plus facile à installer ces panneaux-là que la typique membrane de plastique personnel. Mais pour nous, ça, c'était le bon matériau à utiliser à l'intérieur pour bien sceller les murs. Puis avoir un petit isolant de plus. Vous voyez tous les montants de bois, eux ne sont pas isolés, fait qu'ils ont le bois a une valeur isolante, mais moins grande que l'isolant qu'on met entre les espaces. Fait qu'on a des points de froid qui vont traverser. Fait qu'en ayant un isolant rigide qui couvre toute la surface à l'intérieur et à l'extérieur, on évite ces ponts thermiques-là, on les diminue. Là. C'est aussi une étape de moins là, d'utiliser un petit panneau isolant qui agit comme par vapeur quand on va le sceller tous les joints avec la tape rouge que vous voyez. C'est une étape de moins, autant que si c'est vous autres qui le construisez ou si vous engagez quelqu'un. En plus d'augmenter l'isolation, vous avez votre pare-vapeur de fait au lieu de rajouter la membrane plastique par-dessus. Là, on rentre un peu dans les finitions. Donc, à gauche, vous voyez, à l'extérieur, c'est ça, on a pu retrouver le même profilé de cèdre que mes parents avaient utilisé dans les années 80, qui est encore sur la maison, qui ont peinturé de couleur brune aujourd'hui. Donc, nous, on a décidé de vraiment juste le laisser naturel. C'est des choses qu'on recommande des fois à nos clients, puis c'est pas tout le monde qui veut oser aller vers ça, là, de juste laisser du cèdre grisonné de manière un peu imparfaite, selon le soleil, selon les intempéries. Mais là, on s'est dit, bon, nous, on va le faire, on va voir un exemple de qu'est-ce que ça donne visuellement. Parce que je trouve que l'allure d'une maison en cèdre naturel, ça dépend beaucoup de la forme de la maison, de la dimension des fenêtres. C'est pas juste le cèdre comme tel, c'est beaucoup le style de la maison. Fait que nous, on avait vraiment comme une petite forme assez contemporaine. Donc, c'est ça. Ensuite de ça, à l'intérieur, vous voyez sur les murs, ce qu'on a fait, c'est du pain, du pain blanc, j'imagine, noueux, qui vient, je pense, du Québec. Ouais. Le fournisseur vient du Québec. Puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé une peinture blanche qui est censée UV, qu'on a tout simplement frotté sur les planches. Fait que vraiment juste la peinture blanche. Il n'y avait même pas de petits tons de couleur dedans. Et puis, c'est comme la façon cheap de le faire, là, t'en mets ouais. le moins possible. Mais pour nous, si on aurait mis opaque, ben là, les nœuds, une chose avec le bois, c'est un matériau qui est encore vivant, fait que les nœuds ont tendance à ressortir avec la sève. Puis on voulait garder, c'est ça, on voulait garder le caractère du bois, on aimait les nœuds, mais on voulait quand même éclaircir l'espace à l'intérieur. Fait que c'était un peu notre entre-deux, puis on est vraiment satisfait du résultat. On aime que c'est ça, que c'est imparfait, tout ça. La toiture, le plafond à l'intérieur, on a été chanceux. En fait, il y a un de nos amis charpentiers qui nous a appelé la journée qu'il fallait prendre la décision pour
une grange qu'il a fallu démolir. Est-ce que vous le voulez? » Puis on a dit « Oui, si tu viens nous l'installer. » Fait que là, il est arrivé avec ça. C'est une grange qui est pas loin de Tracadie, en fait, à Sainte-Rose, qui était à peu près 120 ans, qui avait été debout pendant 120 ans, mais qui était en train de tomber. Donc, on a tout gratté les... On avait qu'il y avait encore des excréments de chevaux dessus, là. Il y avait un petit peu de bouse de vache, mais on a tout gratté ça, puis ils les ont installés, puis on aime beaucoup le contraste que ça donne dans l'espace. Puis on est allé aussi, vous voyez, le plafond est quand même assez haut. L'espace n'est pas grand, mais la hauteur de plafond, on appelle ça comme la headspace. C'est ça qui fait aussi qu'on peut être plusieurs à l'intérieur, puis c'est quand même confortable. Ouais, pour nous, c'était comme la contrepartie d'avoir un petit espace, mais d'avoir une autre hauteur de plafond. Ça nous permettait de ne pas sentir que c'est petit, de se sentir bien. Puis peut-être pour juste finir sur le bois, tu sais, quand je disais qu'un mètre cube de bois stocke une tonne de carbone, ben on a gardé cette logique-là pour l'intérieur, l'extérieur, pour les finitions. Puis pour un matériau qui est réutilisé, en fait, avant de recycler, on essaie de réutiliser. Ben, le carbone qui est stocké dans le bois du plafond, mais ça fait 120 ans qu'il est stocké là. Puis s'il avait été brûlé ou abandonné là à pourrir, ben, le carbone serait parti. Fait que pour nous, c'est une façon encore plus écologique d'utiliser des matériaux de finition. Puis on pense vraiment que ça donne un effet, d'amener des matériaux qui ont de l'histoire, que ce soit des matériaux de finition, que ce soit des objets dans une maison. C'est aussi le moyen de comme, approfondir un peu l'atmosphère de la pièce. Nous, on passe des soirées à regarder notre plafond puis à penser à toute l'histoire de ces planches-là. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Là, ça fait 120 ans. C'est spécial. Puis avant ça, c'était des arbres locaux de notre région. Fait que je sais pas, il y a quand même une belle histoire à travers le bois. Ouais, fait que de donner ce caractère intemporel-là au lieu, là, ouais. Parce que ça contribue à ça. Une petite image, en fait, on a voulu explorer des choses avec notre projet. Il y a un matériau qui nous intriguait depuis plusieurs années. Ça s'appelle l'enduit à la chaux. En anglais, lime plaster, je pense. Puis c'est complètement naturel. Il y a une compagnie à Montréal qui s'appelle Tockay, T-O-C-K-A-Y, qui forment des gens pour le faire, mais qui ont aussi plein de bons conseils, puis ils vendent les produits. Donc, c'est quelque chose que tu commandes. On a pu faire livrer ça. Puis c'est ça un peu la blague, là. J'ai la photo avec nos masques N95, c'est ça? Mais nous, c'était en avril 2020. Là. La pandémie commençait, on mettait des masques, mais c'était pas pour les mêmes raisons. C'était parce qu'on faisait notre mélange à la chaux. Puis, pour le poser, t'as pas besoin de masque. C'est vraiment... Puis la couleur, en fait... Ah, ça me dit que la connexion n'est pas trop bonne. La couleur est obtenue par un mélange de pigments. On voulait avoir un vert, fait que c'est des pigments naturels. C'est une oxyde de fer noir avec un pigment vert naturel d'une pierre quelconque. Donc, ça a super bien été. On a fait notre petite salle de bain. Toutes les murs de la salle de bain, c'est un matériau qui respire et qui résiste qui est bon avec l'humidité. On ne veut pas le mettre dans une douche nécessairement avec de l'eau directement, mais pour une salle de bain, ça marche bien. Et il n'y a pas de COV. Puis... Ouais. Ben, pour nous, c'était encore une façon de se créer une atmosphère différente, plus enveloppante dans la salle de bain. Là, on cherchait à avoir une texture quand même sur les murs, là, fait que c'était bon qu'on était très débutants parce qu'il y a des gens qui peuvent le faire très lisse et très parfait, mais nous, on a vraiment mis la texture. Fait qu'on voit quand il commence à sécher, il pâlit. Là, fait que les parties plus pâles, c'était les premières qu'on avait fait. Donc là, on tombe dans les photos finales. Je veux dire, on habite... depuis, c'est quoi, à peu près 1 an et quelques mois là, dans la maison. Il manque encore des petites choses à finir de finition. Mais sinon, on a une amie, Annie-France Noël, qui a pris quelques photos qu'on va vous montrer. Avec ça, on a l'extérieur. On a l'extérieur avec l'entrée couverte que vous pouvez voir. Puis la petite fenêtre rouge, ben là, c'est mes parents à l'arrière. Je vois pas toute la question. Annalie, elle est comme coupée en deux. Je sais pas pourquoi. Je peux te la lire si tu veux. Ouais.
C'est lors de vos années de recherche, est-ce qu'il y a des livres ou des sites web qui ont été super utiles ou plus utiles qu'un autre? Tellement une belle expérience. On va penser à ça, puis on va y revenir à la fin. À l'intérieur, vous voyez à droite, c'est la salle de bain finale, en fait, avec l'installation de l'évier autoportant, la petite lampe, le petit miroir. Fait que vous voyez un peu la texture que ça donne. On est vraiment satisfait du résultat, même si que c'est clairement fait par des personnes débutantes. Les petits détails les plus compliqués, c'était les coins ou le coin de la fenêtre. C'était super compliqué. Là, on voit pourquoi que ça prend des professionnels des fois, mais c'est quand même faisable. À gauche, c'est notre petit salon, l'atmosphère que ça donne avec les matériaux naturels. On a aussi récupéré les chaises, notre petite table de salon, c'est des choses usagées qu'on avait accumulées à travers les années, qu'on savait qu'elles allaient faire partie de notre maison. Puis la banquette, en fait, on n'a pas acheté de fauteuil, on a vraiment juste fait une banquette en bois, tout simplement des coussins. Fait que on est très bien avec ça, avec notre petit poêle à bois. La cuisine, on a travaillé avec une entreprise locale qui s'appelle Armoire Qualitech, qui font affaire avec Miralis à Rimouski. Et c'est tous des panneaux de bois de cerisier avec le comptoir aussi. On a développé une petite poignée aussi avec eux. Et c'est complètement nous qui l'a dessiné, puis c'est eux qui l'ont installé. Notre évier est en pierre à savon, soapstone, qui vient de Thetford Mines. On a vraiment fait affaire directement avec la personne qui a la carrière là-bas. On lui a fait le design de l'évier avec le petit côté à gauche. C'est parce qu'on n'a pas de lave-vaisselle, fait que c'est vraiment cet endroit-là qui est plus imperméable dans la cuisine. Puis, c'est ça, on a un petit îlot qu'on a mis sur des tréteaux tout de suite. Un jour, on aimerait ça faire un petit rangement dessous de l'îlot. Puis, on a vraiment été avec des électroménagers simple, un peu plus petit que standard. Fait que vous voyez à la gauche, on a un petit four qui est un four à vapeur et à la droite de l'évier, on a deux ronds tout simplement à induction. Et notre frigo qui est caché, c'est l'élément blanc à la droite. Vous voyez la grille de ventilation dans le bas, là, c'est parce que c'est un frigo qui est, que tu mets des panneaux d'armoire devant. Vu qu'on avait tellement un petit espace, on voulait pas on trouve que des électros, des fois, c'est un petit peu comme ça prend beaucoup de place là, visuellement dans un espace, fait qu'on voulait un peu les cacher. Fait qu'on s'est arrangé pour ça. Puis aussi, cette logique-là venait encore de cette idée-là de multigénérationnel, là, où on sait que de l'autre côté de la maison, il y a un gros four complet. Si on a une grosse dinde à faire cuire, c'est ça. on va à la côté. avec les 4 ronds puis tout ça. Fait qu'on s'est dit, ben, on va aller plus minimal, puis ça va être suffisant. Puis s'il y a des besoins, ben, on pourra. Puis on a aussi une pièce au sous-sol. En fait, la chose qu'on n'a pas dans notre maison, c'est le lavage. Fait que ça, c'est quelque chose, on va chez les voisins pour faire ça. Puis on a une pièce au sous-sol que c'est un peu comme notre rangement pantry, où est-ce qu'on a des équipements de cuisine qui sont comme à partager, comme toutes sortes de petits éléments que nous, on n'aura pas besoin d'acheter parce que mes parents avaient déjà. Fait qu'on les met en bas, des choses que tu te sers quelques fois par année, par exemple. Fait qu'il y a cette idée-là, tu sais, dans le fond, la même entrée électrique, la même fosse septique, la même entrée d'eau. On n'a pas recréé ces nouveaux éléments-là. On a pu se servir de tout ce qu'il y avait déjà d'existant dans la maison. Des petites photos extérieures, l'hiver approchait, qu'on peut voir la différence. À droite, on a le côté sud, fait qu'on a beaucoup d'ouvertures, beaucoup de fenêtres. Puis à gauche, c'est le côté nord, fait qu'on a juste la fenêtre de la petite chambre puis la fenêtre de la cuisine. Ce qu'on trouve le fun, c'est vraiment cette grande... C'est une porte patio de 12 pieds qui se fait à Tracadie ici par MBF, mais on a décidé de la monter à 10 si on veut, mais ça nous amène vraiment comme une ouverture. Puis là, on voit, mettons, une photo à l'hiver, puis là, j'ai pris une photo tantôt quand je préparais. Fait que c'est vraiment ce lien-là avec les saisons, le fait d'avoir des grandes fenêtres, puis d'être aussi proche à l'extérieur. Fait que c'est ça, on a tout... on a beaucoup pensé à ça parce que pour nous, c'était pour ça qu'on voulait s'installer ici. C'était vraiment pour être ouvert vers le terrain. Puis, tu sais, on a une grande fenêtre aussi à l'est, fait que puis même la porte d'entrée qui est vitrée, là, tu sais, à certains temps de l'année, la lumière du soleil qui se lève rentre dedans, puis il va jusque dans notre chambre. Ouais, c'est vraiment le fun d'avoir tous ces changements de lumière-là. Comme ce matin, c'était brumeux sur la rivière.
vraiment l'impression qu'on vit la différence des saisons, les différences de température de chaque journée. Pour nous, C'est vraiment... prouvé juste au niveau de la santé mentale, à quel point c'est bien dans chaque pièce d'avoir comme plus qu'une entrée de lumière, plus qu'une façade. Puis ça nous permet de nous ancrer où est-ce qu'on est, parce que là, on voit la continuité du soleil, on sait si c'est le matin, on sait si c'est le soir. Fait que ça nous donne vraiment des points de référence, puis ça nous permet de vraiment de nous sentir, même si quand on est à l'intérieur, on est protégé, ça nous permet d'être plus en connexion avec la nature. Puis au Nouveau-Brunswick, en tout cas, la plupart des projets sur lesquels on a travaillé, on dessine beaucoup de maisons. C'est toujours des sites exceptionnels, puis avec des endroits, tu sais, où est-ce que tu as le goût, là, tu sais, d'ouvrir la vue. Fait qu'il y a vraiment des beaux endroits, on est chanceux au Nouveau-Brunswick. Cette image-ci, on est dans la fin. Donc, à droite, on voit c'est la petite mezzanine d'en haut. Ça nous donne une belle vue. On n'a pas encore installé de garde-corps. C'est pas encore sécuritaire pour les enfants. Puis, on peut voir à gauche, c'est ça, l'espace un peu à quel point c'est pas grand, mais c'est juste parfait pour nous, en fait. C'est juste la bonne grandeur. Puis, vous pouvez peut-être remarquer le plancher, puis vous avez peut-être remarqué dans la salle de bain aussi, qui était le plafond. Le plancher de cette mezzanine-là, on voulait faire quelque chose de plus mince. Fait qu'on a été dans cette même logique-là d'utilisation du bois. On a utilisé une technique qui servait pour faire des dalles massives dans les usines de textile, entre autres, là, où il y avait du stockage. Ah, on le voit pas. On a mis... on le voyait plus avant ça. En tout cas, c'est toutes les 2x4 sont placés, sont collés, en fait cloués, sont sur le champ, là, sont comme debout. Fait que ça fait un plancher qui a juste 3 pouces et demi d'épais, qui est massif en bois. Fait que là, on a une grosse quantité de bois qui stocke du carbone, mais c'était un côté pratique aussi à tout ça, d'avoir ce plancher-là le plus mince possible, puis d'avoir un plafond qu'on n'avait pas besoin de finir avec du gyps. Et ça fait le tour des projets. Puis là, on va faire juste une petite parenthèse panneau solaire avant de terminer avec les questions. Fait que pour parler justement de ce système actif-là qu'on a voulu ajouter en même temps, fait que ça s'est fait comme d'une décision commune avec nos voisins, de dire, OK, ben on veut essayer ça, c'est une technologie intéressante. On était déjà connecté à l'électricité par l'autre maison, fait que l'idée, c'était pas d'être off-grid, mais c'était d'avoir un apport le plus grand possible selon les possibilités d'électricité solaire, fait que de sortir un peu de cette... on sait que le Nouveau-Brunswick a encore des centrales au charbon, tout ça, fait que d'avoir un petit apport, puis pour nous, d'étudier comment ça fonctionnait aussi, là. Donc, on a été... dans le fond, l'important, je pense pour ça, c'est de faire affaire avec un spécialiste aussi qui va vous conseiller. Nous, on a fait affaire avec Vertex Solar Solutions qui sont dans le coin de Moncton. Puis ils nous ont fait différentes alternatives. Si on met les panneaux sur le toit, si on les met sur le terrain. Puis ça nous a permis de vraiment prendre une décision éclairée sur ce système-là. Puis il y a un beau vidéo là, qu'on a fait avec Imaginons Lucille qui va beaucoup plus en détail aussi. Là. C'est ça dont Lucille a parlé au début là, sur le site d'Imaginons. Ouais. Donc, c'est ça. Ce système-là que vous voyez, c'est un rack de support qui, lui, peut être, dont l'orientation peut être changée 4 fois par saison pour aller chercher, en fait, s'adapter avec les rayons de soleil dont l'angle varie. On va chercher un 20% d'énergie de plus. Peut-être je vais faire une autre parenthèse dans la parenthèse, si tu reviens à celle d'avant. Ouais. Dans le fond, ces panneaux-là ont été mis sur, Marc a parlé au début, là, avec le plan de Google Maps, d'une rue avant qui a été fermée. Cette rue-là a été fermée parce que il y avait de l'érosion, puis avec les années, la rue était rendue trop mince. Fait qu'on a travaillé avec le père de Marca qui est biologiste pour essayer de développer un système de rétention des berges, de protection des berges qui serait plus élégant puis moins invasif que ce qu'on voit souvent des murets de béton ou de l'enrochement où c'est plus à pic puis ça a des répercussions négatives sur les terrains voisins ou sur le fond de la plage qui est détruit. Fait en gros, là, c'est un enrochement qui est plus léger, qui est moins pentu, qui est un petit peu plus long, puis on essaie de garder la végétation encore là. Quand je vous disais, briser le statu quo, il faut demander aux entrepreneurs de faire différent, mais là,
On a vraiment regardé avec eux pour qu'ils fassent attention avec leur pelle mécanique quand ils émettent les roches pour pas détruire les arbres, essayer de conserver tout ce qu'il y avait. On a des beaux amélanchiers là, avec des fruits à chaque été. Fait qu'on voulait qu'ils restent, qu'ils restent en bon état. Puis là, ça fait. Puis en fait, puis eux nous disaient, puis on avait demandé à des ingénieurs aussi de valider, puis tout ça, puis eux nous disaient, on pense que les roches vont partir avec le courant, on n'est pas sûr. Mais finalement, ça marche super bien. Les roches s'en vont pas, la végétation commence déjà à pousser au travers de l'enrochement. Fait que ça, le ministère de l'Environnement nous avait dit qu'il reviendrait voir avec les années pour que ça devienne une étude de cas. Mais jusqu'à date, ça fonctionne bien, on est content de ce système-là. Donc, pour retourner au panneau, en les mettant sur le bord de l'eau aussi, on pouvait aller chercher, comme là, vous voyez, ça c'est l'angle le plus à pic, qui est l'angle d'hiver. On pouvait aller chercher avec la réflexion du soleil sur l'eau et sur la neige à peu près un 5% de plus. Donc on avait un 20% de plus en les changeant, puis disons un 5%, là, c'est toujours approximatif, là, de plus d'énergie qu'on pouvait aller chercher avec ces panneaux-là. Nous, la quantité où on est arrivé, on a 14 kW de panneaux installés. Fait que pour ce qu'on a fait, les données qu'on a pour la première année complète d'utilisation, on a fourni 75% de notre énergie des deux maisons ensemble avec ces panneaux-là. Fait que ça, on est en mesurage net, là, donc on est branché sur le système, on accumule les crédits pendant l'été, puis on les utilise pendant l'hiver. Donc, oui, c'est un apport environnemental, mais on sait que les gros pics d'utilisation sont en hiver, puis là, on produit pas nécessairement toute l'énergie dont on a besoin en hiver. Fait que ce côté-là, il y a eu quelqu'un on n'a pas pu assister, mais quelqu'un qui vous a parlé du off-grid, là, vous a probablement parlé de tous ces défis-là de production. C'est l'hiver qu'on a le plus besoin d'énergie, mais on a moins de soleil. Ça nous permet de ne pas être à la merci de ça, mais en même temps, l'impact peut-être bénéfique environnemental est moins présent avec ça. Mais c'était intéressant de voir parce qu'en fait, chaque personne qui venait nous aider sur le chantier, des contracteurs ou même les personnes qui installaient les cuisines, quand ils voyaient le set de panneaux solaires, ils ne comprenaient pas parce qu'on les voit un peu cachés à travers les arbres. Puis là, ils disaient, est-ce qu'il y a des panneaux solaires? Oui. Puis là, ça veut-tu dire que ma scie, là, tout de suite, qui est pluguée, c'est le soleil? Je dis, oui. Fait que tout le monde était vraiment comme fasciné par ça. Puis ça a fait vraiment beaucoup poser de questions. Fait que c'est un bel exemple quand tu poses un geste comme ça, tu deviens un peu comme pas une personne ressource, là, mais les gens ont beaucoup de questions, puis les gens sont intéressés. Fait que c'était une belle expérience aussi, juste d'en discuter avec tout le monde qui venait. Quand il y a un chantier de maison, tu as tellement souvent des gens qui viennent chez vous pour toutes sortes de petites choses. Là, fait que ça crée des belles discussions. Ouais. Puis aussi, c'est important pour nous, la photo de droite, vous voyez, ça, c'est le setting d'hiver. Fait que c'est le setting où est-ce qu'on voit le plus épais, là, visuellement, le plus haut de panneaux, mais on voit que ça ne cache pas nécessairement la vue. Ils sont comme assez montés. Ils sont vraiment comme cachés sur le bord des arbres. Puis en été, c'est ça, on les voit presque plus, là. Parce qu'ils sont très comme plats. Fait que, c'est sûr que quelqu'un qui commencerait une maison de zéro, ben là, c'est de penser à diminuer les pieds carrés pour diminuer la consommation d'énergie à la base. Nous, on avait déjà cette maison-là existante, plus notre ajout. Là, en tout, ça fait à peu près 3000 pieds carrés d'air habitable, là, les deux maisons ensemble. Puis, on a calculé, là, ça nous rend plus conscients d'avoir des panneaux aussi de l'utilisation qu'on fait. Là, moi, je la suis, je me fais des petits tableaux, puis je regarde comparativement aux années d'avant, qu'est-ce qu'on utilise. Puis, pour notre première année complète où on habitait dans l'agrandissement, on a eu une augmentation des consommations électriques de juste 4% par rapport aux moyennes des 3 années d'avant. Fait que d'ajouter 640 pieds carrés à la maison, ça a juste augmenté de 4% l'utilisation énergétique. Fait que pour nous, je pense que ça nous dit que c'est une réussite parce que ça veut dire que l'apport passif est véritablement là, parce qu'à proportion, par rapport à l'espace qu'il y avait avant, c'est vraiment minime ce qu'on a ajouté. Puis, peut-être pour les panneaux, c'est ça. Sinon, dire que habituellement, ils disent oui, il y a un apport, il y a une empreinte écologique de fabriquer des panneaux et tout ça, mais ils disent que dans la première année d'utilisation, tu vas combler cette empreinte-là. Puis ils calculaient, là, quand on a regardé avec la personne de Vertex,
que ça serait 530 tonnes de CO2 qui seraient retirées de l'environnement sur la vie des panneaux, là, avec l'électricité qu'on vient chercher. C'est un système qui a une garantie de 25 ans puis une durée de vie d'à peu près 35. Puis nous, on a calculé qu'il serait payé en 15 ans à peu près. Puis on en a profité, le fait qu'on avait une hypothèque, on a créé une hypothèque pour notre petit ajout. On a ajouté le montant pour les panneaux. Fait que c'est ça qui nous a permis d'aller avec 14 kW. Donc, c'est ça, ça fait le tour pas mal de notre petite présentation. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant et on est ouvert à toutes les questions. Je sais qu'on peut revenir peut-être, Annalie. En fait, il faudrait comme que j'y réfléchisse, là, tous les livres ou les sites web. Oui, on peut laisser parole à... Arrêter la présentation. Je pense que je Ah oui, c'est vrai. Et, ouais, je pense que pour les livres, vraiment... C'est confirmé. OK. C'est vraiment plusieurs éléments. Ça, c'est vraiment fait avec le temps. Parce qu'en fait, pour nous, tu sais, veux pas, c'est ça, on a notre background en architecture. Fait qu'on a plusieurs années d'études à juste comme étudier au niveau de qu'est-ce qui se fait en Scandinavie, Suède, Norvège, Finlande, il y a des super beaux projets avec beaucoup d'utilisation. Ils n'ont pas peur d'utiliser du bois. Tu sais, je trouve que par ici, il y a des fois, les gens ils ont peur, ils ont l'impression que ça ne va pas durer, mais c'est juste qu'il faut bien l'installer. Tu sais, faut bien que ça soit installé et que ça ventile bien. Mais fait qu'il y a des beaux exemples là-bas. Puis tu sais, on n'en a pas parlé, mais on l'appelle la Sommerhus. Summerhouse. Ça veut dire Summerhouse en suédois. La raison pour ça, c'est qu'en Suède, durant l'été, les Suédois, ils vont à leur Sommerhus. C'est comme tout le mois d'août, juillet, ils sont partis. C'est comme un peu leur chalet. Puis, c'est un peu nous aussi, comme au Canada, il y a des gens qui ont des chalets, ils vont là les fins de semaine. Mais nous, on voulait que ça soit notre vie de tous les jours, que ça soit notre petite maison, ça file un peu comme un petit chalet. T'sais. Puis, cette philosophie-là d'aller plus simple, puis que tu n'as pas besoin de grand-chose finalement, tant que tu es bien installé. Fait que c'était un peu pour ça qu'on l'appelait Summer House. Mais sinon, des liens ou des sites web, je pense que c'est ça, c'est les projets d'architectes qui nous inspiraient, là, des petites maisons qui avaient été construites. Et Lauren a demandé, c'est ça, par rapport à la rivière et l'utilisation de l'eau. On n'a pas cité à toute la présentation juste avant nous. Fait que je ne sais pas par rapport à ça, mais il n'y a pas beaucoup de courant. Je ne sais pas si ça prend du courant. Ouais, on avait regardé un petit peu l'éolien, puis je pense que la question de l'entretien, des glaçages, tout ça, finalement, c'est un peu un concours de circonstances, je pense, qui nous a amené plus vers le solaire aussi, là. Lucille, est-ce que tu peux lire les questions? Nous autres, ça bug. Ah oui, c'est bon. Il y a Claude qui demande si le bois de grange, avez-vous utilisé un planeur pour finir les planches? Non, ils ont tout simplement été brossés avec une brosse d'acier pour enlever les résidus. Et compresseur à air aussi là, pour nettoyer, mais ouais. Ils ont juste été délaminés sur le côté parce qu'il y en avait qui avaient. Puis il y avait beaucoup de largeurs différentes. Là. Fait que pour qui. Un petit peu. Fait que pour qu'on ait des largeurs continues, il y a différentes largeurs, là, mais pour qu'on ait des rangées continues, c'est juste les tranches qui ont été coupées. Fait que ça fait qu'il y a certaines planches, tu sais, il y avait des mini-clous là, tout petits à l'époque. Fait qu'il y en a qui ont des petits clous encore dessus. Il y en a qui ont des curves. Il y en a qui ont encore des petites taches de peinture. Mais tu sais, le charpentier était willing d'utiliser ces scies pour ça, là, puis sans bande scie. Fait que c'est pas tout le monde non plus. Il y en a qui ont peur un peu de briser leur lame, là, mais eux autres étaient bien corrects avec ça. Fait que ça a bien été. C'est sûr qu'il y a un petit espacement des fois parce qu'ils sont pas... Mais nous, ça nous convient. Il n'y a pas comme de... Parfait. Y avait-tu d'autres questions, sinon? Pas de questions dans la salle? Avez-vous un dernier mot à dire aux gens qui veulent se lancer dans un projet comme ça? Ben, c'est une chose qu'on dit à nos clients aussi, là, le temps est un bon allié. Ouais. Parce que quand on commence un projet, on a une certaine vision de qu'est-ce qu'on veut faire puis où on veut aller. Puis à mesure
qu'on connaît le site, qu'on rassemble des informations, ben cette vision-là change, puis nous amène ailleurs. Fait que puis là, c'est là où nous, on dit que ça a été 5 ans avant qu'on le fasse. Là. À un moment donné, il faut s'arrêter, là, mais fait que de laisser la place à ça, à l'inconnu, à changer sa vision, puis vraiment apprendre à connaître le site euh, où on veut habiter, où on veut construire quelque chose. À travers les saisons aussi. Fait que si vous avez déjà un terrain, mais y aller plusieurs fois, différentes saisons, essayer de passer des journées là, puis voir qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui est les connexions que vous avez avec ce site-là. Ben, Puis, ouais, des fois, ben, moi, je sais pas comment dire. Ce qu'on se rendait compte, nous, c'est ça, c'est pour parler des personnes, par exemple, qui veulent se construire une maison qui est assez simple, c'est de juste de trouver c'est quoi cette bonne grandeur pour vous. Alors, je pense que c'est unique à chacun selon vos activités, selon si vous aimez recevoir des gens, selon si vous aimez plutôt comme que ça soit votre petit espace où est-ce que vous allez être plus tout seul. Puis, tu sais, fait que c'est selon vraiment votre style de vie. Fait que oui, de penser à aujourd'hui, mais aussi de penser comme au long terme, parce que c'est là que ça devient écologique. C'est quand tu réfléchis à une maison, tu investis un gros montant. Là, souvent, c'est comme nos plus gros investissements dans notre vie, c'est une maison. Fait que, c'est vraiment de prendre le temps de dire oui, ça, c'est ça que je veux, c'est ça que j'ai besoin. Puis je sais que dans plusieurs années, je vais encore aimer ça. Puis oui, c'est possible d'y aller en étapes aussi, si financièrement, c'est pas disponible, mais souvent, c'est ce qu'on voit, c'est que si quelqu'un achète juste un plan un peu sans y penser, ben souvent, dans 2-3 ans, il a le goût d'agrandir, il a le goût de se faire une véranda, fenestrer, finalement, il passe ses journées dans sa petite véranda de genre 10 par 12, puis il est bien là-dedans. Mais c'est juste parce que la maison aurait pu être plus ouverte, aurait pu être faite différemment, tu sais, fait que c'est ce qu'on voit un peu, fait que d'y penser, puis de vraiment, tu sais, veut pas, on est au Canada, fait qu'on passe quand même beaucoup de temps à l'intérieur. Fait que pour moi, les tiny houses qui sont trop petites, je trouve que ça fonctionne pas bien comme résidence principale au Nouveau-Brunswick parce que j'ai l'impression qu'après quelques années, à un moment donné, tu manques d'espace. Mais tu sais, j'habite toujours. Tu sais, oui, on peut sortir dehors en hiver, mais c'est pas la même chose. Fait que je sais pas si vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Fait que c'est ça, c'est de réfléchir à c'est quoi cette juste dimension d'espace. Puis comment est-ce que les espaces sont créés? Il y a tellement de possibilités. Pour le même budget que vous avez 1 million de possibilités là, de construire. Fait que c'est ça, de prendre le temps d'y penser puis de regarder s'il y a des professionnels aussi près de chez vous qui peuvent vous aider avec ça. Puis toutes sortes de gens qui offrent des services. Puis c'est ça, de rassembler une équipe parce que quand vous vous lancez dans un projet, si ça inclut de l'autoconstruction, il faut vraiment que vous vous réserviez du temps, de la patience, c'est très demandant au niveau même mental, toute la planification qu'il faut faire. Puis après ça, c'est si vous travaillez avec des entrepreneurs, c'est de rassembler une bonne équipe, puis des gens avec qui vous voulez travailler parce que vous allez passer au travers toutes sortes d'imprévus, toutes sortes de choses. Fait que tu veux t'entourer des bonnes personnes, ça va créer une expérience qui est beaucoup plus mémorable positivement, mettons. Fait que c'est ça. ben, merci beaucoup. Je pense que les gens ont beaucoup apprécié. Puis je vais laisser Lauren faire le mot de la fin.